Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 13 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Charline qui est thérapeute pour enfants et adolescents. Bonjour Charline, Bonjour, comment tu vas? ça va très très bien en ce matin de reprise. La rentrée un peu. C'est ça. OK, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui tu es? Oui, bien sûr, donc je suis Charline, Charline Tremblay, hein, pour ajouter mon petit nom derrière. Je suis thérapeute pour enfants et pour adolescents depuis une dizaine d'années maintenant. Je crois que j'ai fêté les 10 ans l'an dernier d'ouverture de mon cabinet. Voilà, je suis formée à la base en relation d'aide et puis au cours de mon parcours, je me suis très vite formée en hypnose. Puis, j'ai enchaîné en EFT, en rythmo, enfin voilà, tout plein de pratiques de la thérapie brève. J'ai fini tout ça par la psychologie positive et là, je me suis dit: «On s'arrête et on y va pleinement et on fait ça pour les enfants et les ados». Voilà, et leurs parents. Super. C'est quoi qui t'a amené à ces métiers? Ce qui m'a amenée à ces métiers, c'est, je pense, ma propre enfance et ma propre adolescence. J'ai la croyance, peut-être que c'est qu'une croyance, que les personnes qui travaillent justement dans les métiers de l'accompagnement, que ce soit des psys, peut-être même parfois des médecins, ce sont des gens qui ont besoin de réparer quelque chose des fois dans leur propre vie, même s'ils ne s'en doutent pas toujours. Et je pense que j'avais besoin moi-même de réparer. J'ai pas eu une enfance, on va dire, une adolescence catastrophique. J'ai eu voilà, des parents plutôt classiques, mais je pense qu'il y avait des choses qui avaient besoin de s'exprimer en moi et que ça n'a pas été fait. Voilà. Puis mon adolescence, clairement, c'était le chaos. Quand aujourd'hui je regarde ça avec ma position d'adulte, je me dis que mes parents, ils en ont un peu bavé. Ah, moi, j'étais l'ado qui fuguait, qui fumait, euh, qui faisait le mur. C'était justement la question d'après. C'était comment ton adolescence? Tu veux bien je te demande pas forcément plus de détails, mais comment tu te sentais? Comment c'était pour toi? Parce que effectivement, je crois comme toi que si on arrive à ces accompagnements-là, il y a pas trop de hasard et le but de ce podcast, c'est de parler aux professionnels qui accompagnent des ados. On est comment avec sa propre adolescence quand on est thérapeute pour enfants et ados? Et ben, justement, je pense que c'est une façon géniale de pouvoir avoir un pied dans les 2 mondes. Moi, ce que ça m'a apporté, donc mon adolescence a été vraiment plutôt houleuse, parsemée en plus de redoublements. J'ai eu une scolarité très chaotique depuis le début, avec un père qui voulait que je sois première de la classe et moi qui me disais: «Non, mais à aucun moment ça va arriver, en fait. Juste, c'est pas possible». Très matheux et moi très loin des maths, hein, ça me paraissait être un délire, les maths. Et à l'adolescence, bah, j'ai redoublé plusieurs fois, j'ai redoublé la troisième, j'ai redoublé la seconde, enfin j'ai un petit peu enchaîné tout ça. Une grosse difficulté pour trouver ma voie. Euh, et puis, bah, résultat, j'étais en plus une ado plutôt rebelle. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis confrontée, clairement, on nous apporte souvent des ados justement qui sont un peu dans cette rébellion, dans cette sensation d'être incompris en fait par les adultes autour d'eux. Beaucoup d'ados qui savent pas ce qu'ils veulent faire, sont hyper perdus en fait dans qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et d'avoir traversé tout ça, ça m'aide à justement être dans les deux mondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en même temps, je comprends l'inquiétude des parents. Parce que avec ma vision d'adulte, je suis capable de me dire ah oui, effectivement, c'est difficile. Et en même temps, je peux faire cette passerelle entre eux et dire aussi à l'ado, mais je comprends aussi ce que tu ressens, ce que tu vis, et ça va le faire en fait. Et c'est pas une fatalité. J'ai aussi le souvenir, ado et jeune adulte, hein, et jeune adulte pendant un certain nombre d'années, de me sentir vraiment mal à l'intérieur de moi-même quand j'ai eu commencé ma pratique, en fait, à avoir des journées, je les appelais les journées down, et avoir des journées où je me levais le matin et je pleurais toute la journée sans savoir réellement ce qui se passait. Et le lendemain, bah, ça allait mieux, mais voilà, j'arrivais pas à switcher. J'étais en mode, ma vie, elle est pourrie, j'arriverai jamais à rien, je suis trop nulle. Voilà, et ça tournait, quoi. Et ça, c'est
le fait d'avoir, voilà, dépassé ça, d'avoir trouvé des outils aussi pour ça, je peux complètement, entendre et comprendre, en fait, ce qu'ils ressentent et peut-être mieux traduire aux parents ce que leur enfant traverse et comment ils peuvent justement l'accompagner aussi. Ouais, on en parlait avec, je sais pas si tu l'as vu, tu l'as entendu, l'épisode avec, Sarah sur les neuroatypies, où elle disait, qu'effectivement, il y a un côté de nous où parfois on a envie de leur dire: «Ben, regarde, moi j'ai eu beaucoup d'angoisse, j'ai eu beaucoup de stress, mais j'y suis passée et j'ai réussi». C'est une manière de donner de soi aussi pour pouvoir permettre à l'autre de donner. Je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que je fais beaucoup en séance. C'est vrai que, on nous apprend pas, en tout cas j'ai l'impression que dans la façon classique dont on apprend l'accompagnement, on parle jamais de nous en fait en tant qu'accompagnant. Or moi, c'est quelque chose qui fait énormément partie de ma pratique et pas pour dire, «Tu vois, je suis meilleure que toi», bah, loin de là, mais pour dire: «Tu sais, en fait, on a tous traversé ça et justement, on va tous, à un moment, trouver des choses, trouver des stratégies, trouver nos propres, outils pour pouvoir s'en sortir. Bah, moi, je peux déjà commencer à t'aider, à te montrer des outils, puis tu vas voir si, ils s'adaptent à toi. Comment tu peux, les mettre à ton service justement pour dépasser tout ça. Ça, c'est une première chose. Puis vis-à-vis des parents, c'est aussi important parce que ça moi, je suis un peu provoque, tu vois? J'ai ce côté-là un petit peu et quand les parents me disent: «Oui, non, mais vous comprenez, il a des mauvais résultats». OK et mais c'est quoi le problème en vrai? Bah, il va redoubler. Ah! Et c'est quoi le problème en vrai? Ah bah non, mais bah, il aura pas de métier. Ah ouais? Ah mince. Je serais tentée de vous croire et en même temps, j'ai redoublé tellement de fois et pourtant j'ai un métier que j'aime que ça passe pas. Et là, je sais que souvent j'ai des parents en face de moi qui en même temps sont, peut-être un peu rassurés, en même temps sont un peu décontenancés de se dire: «Oups, qu'est-ce que je viens de dire?» Et c'est souvent très drôle parce qu'effectivement, il y a souvent ce genre de situation où ils ont l'impression que pour avoir une vie de réussite telle que eux voient la réussite, il faut avoir eu une enfance et une adolescence toute lisse, sans problème, parce que bon, tout ça, ça pose souci sinon. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Ouais. C'est quoi ton plus? Tu nous en as parlé un peu du coup dans l'accompagnement des ados et jeunes adultes, tu nous en as parlé un peu en nous disant: «Ben, j'ai ces 2 pieds dans l'âge adulte et dans l'adolescence, j'ai connu ce côté rebelle». Est-ce que tu as d'autres choses par rapport, au fait que qu'est-ce que tu as voilà, c'est quoi ton plus dans l'accompagnement des ados? Bah, je pense que mon plus, alors c'est vraiment celui-ci, c'est le fait que j'ai cette capacité d'avoir un petit peu, un pied dans chaque monde et puis de pouvoir, très facilement m'adapter à eux, même au niveau de mon vocabulaire, hein. J'ai aucun souci, tu vois? Parce que ça fait aussi partie de mon vocabulaire, je pense, de tous les jours, de dire, par exemple, «Ouais, c'est relou», tu vois? Des trucs où alors je sais que le vocabulaire change et qu'il y a des fois des trucs où je me dis: «Bon, alors ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire». Et je leur demande, je leur dis: «Franchement, ça veut dire quoi? Aide-moi parce que là, je suis paumée, en fait» et je dis: «Oh, je suis vieille». Ils me disent: «Non, tu es pas vieille». Bon, ça va, merci beaucoup. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est de rester, très connectée à eux Ouais. et dans ma façon de pratiquer, j'ai l'impression que ça, ça participe vraiment à cette confiance, qui se met en place entre eux et moi. Mmh. Ouais, on en parle souvent ça lors des épisodes, c'est la confiance qu'on peut mettre en place, la transparence qu'on peut leur transmettre, cette vérité en fait dans l'accompagnement. Un côté où moi quand je bosse avec des ados, ben je vais dire je retire tout, mais attention je reste habillée, on est d'accord? L'idée c'est vraiment, hem, je suis, transparente vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que je voilà, on est franc On quoi, est on y va. authentique. C'est ça, on est authentique. Ça me fait chier, je te le dis. Je suis pas d'accord, je te le dis. Je suis OK, je te le dis. Je compatis aussi, c'est dur et c'est OK. Ça fait partie du jeu, quoi. Et je suis complètement d'accord avec ça. L'histoire du langage, c'est marrant que tu le dises comme ça. Moi, j'ai pas de souci pour leur dire aussi, «OK, ça veut dire quoi le mot que tu as dit là?» En fait, j'en avais une qui me disait à toutes les séances: «Ça passe». Ça veut dire quoi? Ça veut dire mais ça passe. OK, c'est bien, c'est pas bien, c'est moyen bien. Si c'est bien, c'est à 10, c'est pas bien, c'est à 0. Ça passe, c'est à combien pour toi? Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que dans le monde de chaque ado, chaque mot a une signification différente et aller les questionner là-dessus, j'aime bien ce truc-là. Oui. Pardon, je digresse, mais c'est Non, pas l'idée. du tout, mais c'est hyper intéressant et c'est là où aussi ce que tu dis, c'est fort, hein et c'est important, c'est d'aller rentrer dans leur monde, en fait.
Exactement. Je pense que justement, ce qui manque parfois aux ados d'aujourd'hui et même aux ados d'avant, parce que je pense que c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est ce côté, en gros, tu es en ado, c'est bon, OK, tu es en train de devenir adulte, mais ça va quoi, tu vois? Garde ta place d'ado, et ton monde, il est pas si important, il est pas si grave, enfin, tu vois? J'ai ce souvenir, tu vois, quand, tu as, une peine de cœur, où on te dise: «Ah ça va, c'est bon, c'est un truc d'ado», mais en fait, pour eux, c'est ressenti puissance 1000. Et à C'est quel moment on va respecter ce truc que là, eux, là, au niveau de l'émotion, c'est un peu le tsunami et la tempête, en fait. mmh, Et des fois, en fait, juste respecter que c'est ce qu'ils vivent, ça peut tout changer pour eux et la relation qu'on va avoir avec eux. Moi, carrément. je sous-estime pas du tout jamais ce qu'ils vivent et je pense que ça aussi, c'est un plus, en fait. Mmh, C'est, c'est pas grave parce qu'ils sont adolescents, c'est pas important parce qu'ils sont adolescents. mmh. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est de reconnaître leur monde et accepter d'aller l'entrevoir au travers leurs yeux quand on les accompagne, quoi. Donc on en a parlé un peu, comment tu fais? On l'a dit, mais si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Non? Franchement, je fais le plus simplement possible. Je les reçois, moi je suis pas très formelle, alors même si mon cabinet l'est parce que, j'ai plus de cabinet perso, je loue une pièce, il est plutôt formel, mais, voilà, je vais facilement, retirer mes chaussures et croiser mes jambes et leur dire: «Bon allez, on y va, on discute», voilà. C'est une discussion, c'est aussi un échange, notamment les premières séances, j'ai vraiment besoin, heu qu'on partage ensemble, qui m'expliquent un petit peu de quoi est faite leur vie et à la limite, des fois ça va j'en ai rien à faire de la problématique. On reviendra dessus. Mais par contre, je veux savoir là, qui ils sont et de quoi ils sont faits et résultat, pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait? Voilà, qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est quoi leur trip? Et j'apprends tellement de choses à ce moment-là où je me dis des fois, je suis presque sûre que vos parents, ils savent même pas ça de vous, en fait. Mmh. Et pourtant, c'est tellement génial. Carrément, carrément. Et puis je crois que, j'aime bien dans ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport à toutes tes pratiques, c'est-à-dire le FT, le rythmo, heu, toutes les pratiques dont tu parlais tout à l'heure, du coup, pour pouvoir toutes les corréler, en fait. C'est aussi un moyen de le faire, c'est-à-dire de les utiliser comme des outils? Qu'est-ce Complètement. Clairement, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui et c'est on a revu justement ce terme, je me définis plus comme thérapeute pour enfants et pour l'adolescent, plus que hypnothérapeute, ce que pendant longtemps j'ai revendiqué et ce qu'il y a encore sur Doctolib, hein, on va pas se mentir. Parce que j'ai vraiment cette richesse de pratiques, d'outils. J'en utilise d'autres, et je choisis, voilà, c'est pas les gens, ils viennent pour une séance d'hypnose ou ils viennent pour une séance de FT, en fait. C'est moi, mon objectif, c'est que je mette à leur service tous les outils que je possède pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Donc, si ça doit passer par un petit peu de FT pour aller, libérer des émotions qui paraissent un petit peu bloquées, bah, on va faire un peu de FT ensemble. Si, ça passe par, faire des exercices de psychologie positive pour pouvoir justement peut-être travailler les motivations, notamment il y en a un que je fais énormément avec les ados qui est, leur liste de rêves et souvent je le Mmh. fais en cabinet, en fait. Je leur donne pas à faire en dehors parce que je sais à quel point déjà faire des devoirs, c'est relou pour eux. Donc voilà, moi la première, je fais pas nécessairement les devoirs que me donne ma thérapeute alors que je suis adulte et que j'ai conscience à quel point ça peut m'aider dans mon quotidien. Mais voilà, le quotidien nous prend et c'est pareil pour eux. Donc voilà, je les charge pas de ça, je les mets pas aussi en situation où ils vont se dire: «Oh là là, elle m'avait demandé de faire ça et je l'ai pas fait». Je veux pas non plus qu'ils ressentent ça. Donc on le fait ensemble et cette liste de rêves, c'est issu d'un de la psychologie positive, mais bon, en vrai, c'est hyper simple et je pense qu'il y en a plein qui ont pas fait de psychopo, qui ont déjà pensé à ça en tant que que praticien en accompagnement. Mais c'est génial aussi pour eux parce qu'on va aller voir, en fait, les leviers de motivation. C'est leur valeur. C'est leur valeur C'est ce qui et va les aider à bouger, en fait. ouais, sauf que Mmh. souvent, je me rends compte et ça, c'est dur et tu vois, ça me marque ça dans les accompagnements que je fais, c'est à quel point, hem, hem alors, je dis l'éducation, mais je vise pas forcément les parents. Je pense que c'est l'éducation de façon générale et notre société, nous coupe en fait de nos rêves parce qu'une grosse majorité n'en ont pas. Ils me disent: «Ben non, j'ai pas de rêve en fait» et ça me fait tellement mal au cœur d'entendre des ados qui, me disent qu'ils ont pas de rêve. Mmh. Mais je crois, et ça n'est qu'une interprétation de ma part, que clairement les ados d'aujourd'hui, on leur dit tellement, «Regarde le monde qu'il y a autour de toi». Les ados qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi des jeunes qui ont vécu le Covid, qui ont été coincés chez eux, qui ont réalisé, l'impermanence des choses. En fait, le fait qu'avant on pouvait faire plein de choses et ça semblait
complètement. Enfin, je raconte toujours sur le Covid que la première fois qu'on en a parlé, c'était en décembre 2019 avec mes parents parce que je leur parlais du fait qu'on partait en vacances en mai et mon père m'a dit: «Il y a un virus qui arrive, tu vas pas pouvoir partir» et je lui ai ri au nez en lui disant: «Mais tu te fous de moi? Comment c'est possible qu'on puisse pas partir, en fait?» et moi, en tant qu'adulte, on a eu du enfin, nous, en tant qu'adultes, je pense que ça a été difficile pour beaucoup, mais pour les ados, donc les ados qu'on accompagne aujourd'hui qui ont 15 ans, 15-16-17-18, bref, ils ont vécu il y a 3 ans un espèce de blackout au niveau sociétal où on peut plus sortir, on peut plus avoir la vie, d'ado, on peut plus avoir la vie d'étudiant et c'est terrible pour eux et je crois que ça a excuse-moi l'expression, mais ça a niqué leurs rêves, quoi. Parce que à quoi je peux rêver, en fait? Et notre job, c'est de remettre, enfin moi je travaille je dis souvent ça, je suis en train de semer des trucs pour qu'ils puissent rêver, vivre. Se reconnecter à tout ça. Ça me parle carrément ce que tu dis. Le thème d'aujourd'hui, on avait dit que c'était, la confiance inconditionnelle à avoir avec les ados. Comment tu définis ça? Qu'est-ce que tu as envie de nous en dire? C'est quoi ce truc-là? Alors pour moi, la confiance inconditionnelle, alors en plus, j'y ai vraiment beaucoup réfléchi, bah, déjà par rapport à aujourd'hui ce podcast et puis parce que je prépare aussi autre chose, sur le sujet. Hem Et je dirais que c'est, une chose distincte de la confiance, on va dire, du quotidien. Il y a la confiance du quotidien en nos ados, dans est-ce qu'on ou même en nos enfants, tu vois? Dans qu'est-ce qu'on va les laisser faire parce qu'une part de nous sait que là, ils sont capables justement de le faire et qu'ils sont assez responsables pour le faire. Ça, on va juste l'appeler la confiance. Puis ce que j'appelle confiance inconditionnelle, c'est vraiment cette chose en nous, en tant que parents, qui, nous dit: «Je sais que quoi qu'il arrive, mon enfant réussira. Peu importe ce qui se passe au niveau scolaire, j'ai foi en lui parce que je sais de quoi il est fait en fait et que tout est là, même si ça se révèle pas encore. C'est quelque chose un petit peu à long terme et c'est important pour moi et j'en parle beaucoup aux parents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de transmettre ça à nos collègues, parce que même nous, en fait, déjà, moi, j'ai une confiance inconditionnelle dans tous les ados qui viennent me voir et dans le fait qu'ils sont capables de bouger leur vie. Mmh. Parce que si moi, je n'y crois pas, Mmh. je vais pas pouvoir les aider à ce qu'il se Carrément. passe quelque chose pour eux. Donc, dans mon intention, même si je le verbalise pas forcément, mais dans mon intention, je sais qu'il est capable en fait. L'ado que j'ai en face de moi, je sais qu'il est capable d'autre chose. Peu importe le temps que ça va prendre. Des fois, ce sera rapide, des fois, ça mettra plus de temps. Mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis et c'est ce qui vient avec croire en eux, en fait. C'est pour Exactement. ça que quand j'ai vu que tu avais fait ce podcast, je me dit: «Il faut que je l'appelle pour lui parler de ça». Ouais, c'est tellement important. C'est effectivement cette confiance, donc ce dont tu parles, c'est de cette confiance, absolue dans leurs capacités, leurs compétences, leurs ressources, leurs, plus basses, difficultés et qu'en fait ça peut se transcender et devenir fabuleux, quoi. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de mon adolescence et ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je crois que justement, ce qui m'a permis aujourd'hui et c'est pour ça que je le transmets, je parle beaucoup de ça aux parents que je rencontre parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a permis d'être là où je suis, c'est que ma mère a eu cette confiance inconditionnelle en moi, malgré mes échecs scolaires, malgré qu'effectivement, sur le papier, quand on regardait comme ça, on se disait: «Mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle?» Mon père, d'ailleurs, se disait ça: «Qu'est-ce que je vais faire de ma fille?» Beh, lui, il l'avait pas. À ce moment-là, en tout cas, c'était très difficile pour lui de s'y connecter et ma mère, en fait et on en a reparlé en plus beaucoup plus tard, hein, j'en ai beaucoup discuté avec elle de comment elle a vécu tout ça. Ça m'a permis aussi de construire mon accompagnement. Et elle m'a dit: «Mais moi, je saurais pas te dire pourquoi, mais moi, je savais. Je savais au fond de moi que tu étais extraordinaire et qu'il allait se passer quelque chose. Je savais pas quand, mais mon travail, c'était juste d'accompagner ça, peu importe le temps que j'allais l'accompagner». Mmh. Et accompagner ça, ça voulait pas dire, être sur mon dos pour faire les devoirs parce que ça, par contre, elle l'a jamais fait. Mais c'était accompagner ça, c'était pour elle, être là à chaque genou que j'allais poser à terre, me dire: «Non, relève-toi, tu vas voir, il va se passer un truc» et me permettre, en fait, d'aller chercher cette résilience à l'intérieur de moi pour me relever Et ça montre que c'est possible, en fait. et ça montre que c'est possible. Ça montre que c'est possible, mais par contre, ça demande aussi, je pense, en soi-même, peut-être en tant que parent, j'imagine, une confiance et une foi inébranlables. Mmh. Parce que clairement, ma mère, on lui a pas envoyé, tu sais, l'univers lui a pas envoyé, heu,
mon livre, en tout cas un chapitre de ma vie qui disait: «OK, bon, bah, ta fille, quand elle aura 40 ans, elle fera ça, elle fera ça, elle fera ça, tu verras, ce sera chouette. Donc là, vas-y, continue à y croire parce que c'est bon». Et c'est ça qui est perturbant. C'est en fait d'être dans ce présent qui montre quelque chose des fois de difficile, tu vois? Parce qu'on est, sous couvert des redoublements, sous couvert, d'enfants, tu vois? C'est là, en ce moment, j'ai un ado et justement ça, j'ai trouvé que c'était très beau aussi parce que j'ai capté quand même ça chez sa maman. J'ai un ado qui, fait des trucs extraordinaires, qui fait le mur, tu vois, à 14 ans, qui va en boîte à Paris avec ses potes en Uber. Ils prennent des carrés VIP. Enfin, en fait, il m'a tout raconté. On a créé ce lien pour qu'il me raconte tout. Bon, les parents sont au courant parce que, bah, ils ont levé un peu le poteau rose. Et ce qui était beau, en fait, quand même, c'est que malgré le fait que la mère me racontait, en fait, chacun des faits que son enfant avait fait, je sentais quand même en elle que elle avait pas envie d'être dans ce truc où elle allait le punir, tu vois? Et où elle allait ne plus le laisser sortir. Elle avait quand même une confiance en lui inébranlable. Mais là, sur l'instant présent, bah, elle a quand même la trouille parce que son gamin, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire à 14 ans, tu vois? Mmh. Et ça, j'entends. Et donc, c'est là où il y a une différence entre cette confiance du quotidien ou un moment de se dire: «Ben non, là, clairement, quand tu fais ça, c'est compliqué pour moi de me dire que tu peux repasser par la fenêtre». Mmh. Et en même temps, j'ai foi au fait que tu feras quelque chose de ta vie et que tu es quelqu'un de bien dans tous les cas. Mais c'est vrai que le monde dans lequel on vit nous fait peur. Je regardais ce week-end, je suis tombée sur, le reportage sur l'histoire des piqûres en boîte. Le monde actuel dans lequel les jeunes vivent est très angoissant Mmh. et moi, je me mets à la place des parents parce que étant maman d'enfants petits, la question se pose pas du tout de cette manière-là. C'est d'autres soucis, mais ça doit être terrorisant pour une maman de savoir que ton enfant va en boîte à 14 ans, tout seul, en Uber. Il peut se passer tellement de trucs, Non, quoi. Donc mais cette d'ailleurs, confiance, comment on la garde, quoi? j'en ai parlé avec lui, tu vois? On a abordé alors ce qui était très chouette, c'est qu'effectivement, il manque de ce recul, mais c'est normal, hein, ça, c'est lié à leur développement, neuronal et du cerveau qui fait qu'il y a encore des cases en moins. Je leur dis souvent, hein, tu sais, il te manque des cases, en fait. Je dis: «Je te dis pas ça méchamment, c'est une réalité» et il manque des cases à tous les gens de ton âge, en fait et moi, quand j'avais ton âge, il me manquait des cases aussi. C'est voilà, c'est comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que tu aies confiance en ton parent à certains moments de ta vie. Là, il y a pas le choix, en fait, ils sont pas toujours de bons conseils, mais quand même, une grande majorité du temps, oui. Et en fait, ce qu'il me disait quand même, c'est qu'en parlant, il me racontait un peu toute l'organisation qu'ils ont montée avec ses copains, comment ça se passait. En fait, ils prennent un Uber van. Je lui ai parlé qu'ils pouvaient se faire agresser, que ça pouvait être dangereux. Ils m'ont dit: «Ouais, mais en fait, on part toujours avec un couteau». Alors bon, c'est aussi dangereux, mais d'une certaine façon. En fait, dans leur tête, ils ont aussi envisagé ça et ça leur permet de se sentir plus forts. Enfin, je vais quand même valider. Je lui ai dit: «Écoute, je dois au moins dire que vous êtes hyper organisés. Je te félicite parce qu'à 14 ans, les gars, vous m'épatez. C'est quand même fou». Hem, donc voilà, il y avait aussi plein de belles choses à valider dans tout ça et en même temps, je lui, refais part de la façon dont fonctionne l'humain. Je pense qu'il a pas conscience de tout et c'est normal. On en a beaucoup discuté. Bon, je le revois bientôt, c'était la première fois que je le voyais et là, il y avait vraiment beaucoup à déballer parce que là, je vous ai déballé une petite partie de tout ce qu'il a fait, Mmh. mais il avait pas mal. Heu, Mais oui, effectivement, c'est de trouver des ressources là-dedans, enfin de montrer que aux parents au moins et à l'enfant qu'il est quand même sacrément organisé pour son âge. exactement. Même si effectivement il lui manque le côté, danger et inquiétude. Exactement et bref, ce qui était important dans cette histoire-là, c'est vraiment de montrer que voilà, ça, là, les parents ont perdu cette confiance du quotidien. C'est sûr que là, les parents ont cette sensation que de le laisser seul à la maison, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hem, à contrario, je sentais vraiment dans le discours, en fait, derrière tout ça de la maman que ça ne changeait rien pour eux sur le fait que leur fils était extraordinaire et qu'il y avait pas de raison qu'il réussisse, en fait. Mmh. Et pourtant, bon, à l'école, c'est aussi en train de chuter complètement, enfin, il y avait plein de choses, mais elle savait. Mmh. Elle savait que derrière, il y avait autre chose et j'ai trouvé ça tellement beau et important parce que peu importe là, la traversée du désert que va traverser ce gamin et combien de temps ça va durer, ses parents sont là et ont cette foi inébranlable justement qu'il se passera quelque chose à un moment. Mmh. Là, il n'empêche que c'est difficile et même eux, ils me disent: «Nous, on a besoin de clés pour voir tout ça. Peut-être qu'on fait mal, peut-être que» voilà, j'ai trouvé ça beau aussi de se remettre en question en tant que parent. Carrément et comment tu fais là? Tu les reçois à part? Tu les reçois avec l'ado? Comment tu fonctionnes toi? Alors moi, clairement, je reçois tout le monde en même temps. Mmh. Je
j'aime pas forcément recevoir à part, surtout les ados, mais même les enfants, parce que j'aurais cette sensation qu'il y a des choses qui ont été dites et voilà, le doute peut subsister sur ce qu'on s'est dit les uns les autres. Alors, si, l'ado, à un moment, je le reçois seul. Et là, c'est entre nous et je ne donne rien aux parents, ça reste l'ado, mon client. Mais justement, parce que l'ado reste mon client, voilà, je ne reçois pas le parent seul. Après, ça peut m'arriver dans certaines circonstances de recevoir le parent seul parce que dans la problématique qu'on traverse, je sens qu'il y a quelque chose qui est en lien aussi avec une problématique liée aux parents. Euh, et que là, ça joue sur sa parentalité et sur ce qu'on traverse. Mmh. Dans ces cas-là, je vais le recevoir seul parce que bah, là, il va peut-être lâcher des choses qui font partie justement de sa vie et qu'il a peut-être pas forcément envie aujourd'hui que son adolescent soit au courant ou en tout cas voit ça en fait de son parent, en tout cas pour l'instant. Donc c'est des circonstances pour lesquelles je peux être amenée en fait à recevoir les parents séparément. Après, des fois, j'ai des demandes de parents. Ça m'est arrivé sur une adolescente. Les parents ont pris rendez-vous pour eux d'abord, pour peut-être avoir des pistes pour eux d'abord pour leur quotidien. Et une fois qu'on a fait cette première séance et que je leur ai donné des pistes, que j'ai entendu un petit peu comment ça fonctionnait et quels étaient leurs besoins éventuels, j'ai vu l'adolescente. Mais bon, tout était clair. Elle savait que j'avais vu ses parents, elle savait pourquoi je les avais rencontrés. Et nous, après, on a fait notre consultation. Donc du coup, techniquement, comment tu aides les parents à travailler cette confiance? Techniquement, quand un parent ressent, de la peur vis-à-vis d'un enfant, on a beau le rassurer, on sait bien qu'il faut aller chercher le besoin qu'il y a derrière, aller rassurer tout ça, l'aider à accueillir son émotion qui peut être parfois carrément légitime. Enfin, voilà, on parlait d'un jeune de 14 ans qui sort en boîte, mais ça peut être plein d'autres peurs et les peurs, elles sont exacerbées à cet âge-là par rapport à leur fragilité, aux cases dont on parlait tout à l'heure qui n'avaient pas tout à fait à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas toutes les compétences et les connaissances complètement éclos, en fait, j'ai envie de dire ça comme ça. Et du coup, le risque, il est accru parce que du coup, ils pourraient se mettre en danger sur quelque chose de ponctuel. Comment on fait? Alors, oui, en plus, oui, il y a effectivement le fait que c'est pas éclos, puis il y a au niveau du cerveau, je vais pas faire ici un cours neuronal, mais il y a plein de choses qui se passent et en fait, ils sont terriblement en recherche de dopamine et parce qu'ils sont terriblement en recherche de dopamine, ils vont justement aller sur des conduites à risque, sur de la junk food, sur les drogues, sur l'alcool, bref. Parce que leur cerveau en a besoin pour fabriquer encore plus de matière grise et la matière grise, c'est elle qui permet aux connexions neuronales de connecter entre elles. C'était un petit cours très rapide. Mais résultat, oui, en fait. Aujourd'hui, ils ne le savent pas. Donc, l'idée, déjà, c'est... moi, je travaille beaucoup en conversationnel dans ces moments-là, et de revoir avec les parents, ben, des fois, de les reconnecter à leur propre adolescence et ce qu'ils auraient eu besoin. Comment ils auraient eu envie que les adultes s'adressent à eux, les abordent, comment leurs parents ont été et qu'est-ce que ça leur a apporté, en fait. Est-ce que vraiment, si leurs parents ont été moins dans l'écoute et peut-être plus cassant parce que bon, bah, il y a eu certaines générations où on était quand même un petit peu là-dedans. Est-ce que vraiment c'est ce qui leur a servi aujourd'hui? Ou est-ce que si les parents avaient été peut-être plus à l'écoute, peut-être plus accueillants dans tout ça, peut-être plus à croire en eux tout simplement, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Moi, j'ai la sensation que oui, parce que c'est ce que j'ai vécu et en plus, le fait d'avoir eu un parent qui y croyait, un parent qui y croyait pas, j'ai vraiment aussi pu faire, le comparatif des 2. Alors ça veut pas dire qu'aujourd'hui, personnellement, moi, je crois en moi en permanence, hein, j'ai aussi de grandes traversées du désert de ce côté-là, bah, parce que je pense que tout ça vient pas que de la façon dont on est éduqué par nos parents, il y a aussi la société et la façon, dont elle nous renvoie les choses, je pense, qui Mmh. est pas toujours simple. Mmh. Hem, En tout cas, les parents, je vais beaucoup en discuter avec eux. Je vais justement, voilà, les questionner sur eux-mêmes, sur de quoi leur enfant intérieur, il aurait peut-être eu besoin à ce moment-là. Mmh. Et donc, ben, peut-être que même si eux n'ont pas eu la chance d'avoir ça, peut-être qu'ils pourraient l'apporter à leur enfant. Et puis, des fois, on va sur, c'est quoi le plus gros risque? Il y a une expression que j'adore employer avec les ados ou avec, les parents même et ça fait souvent rire. C'est, je leur dis: «Mais la trappe à croco va pas s'ouvrir, en fait». Tu sais, ça me fait penser un peu à Astérix quand Mmh. vous serez couvert d'or ou les crocodiles se chargeront le bout. On les voit en dessous. Carrément. Merci Cléopâtre. Et c'est un peu ça. Et en fait, il y a les parents qui me disent il va redoubler. Ok, il va redoubler et quoi? Croyez en lui. Mmh. Donc, si vous n'y croyez pas, aujourd'hui, mais comment il peut s'en sortir en fait?
Et Mmh. j'essaye vraiment de les ramener à ce truc-là, mais imaginez là que vous prenez une autre position. Votre enfant, il est fabuleux. Il est fabuleux parce que c'est votre enfant. Parce qu'il est fait de vos valeurs, parce qu'il est fait de pourquoi là, il serait la pire chose? Parce que des fois dans ce qu'on entend, c'est ce qu'il ressent et moi je me dis: «Mais non!» et en plus dans le fond, je sais que c'est pas ça parce qu'il les aime profondément. Mmh mh. Mais justement, connectez-vous à cet amour, puis à cette confiance inconditionnelle qu'il va se passer quelque chose. Comment on les aide à garder la com dans ce cas-là? Tu sais, quand il y a de la colère des 2 côtés, quand il y a de l'incompréhension, quand la confiance est plus tout à fait là, comment on les aide à communiquer? Bah, ça m'arrive parfois justement de faire, des séances un peu de médiation, tu vois? Mmh. Où j'essaye en fait tout simplement de retraduire ce que les uns et les autres disent. Parce que souvent, ils sont, tu sais, chacun dans leur positionnement, ils ont presque érigé des murs. Ouais. J'essaye de leur dire: «OK, stop en fait, on baisse les murs». Une chose aussi, c'est que par rapport aux parents, hem, c'est important pour moi de leur transmettre le fait qu'on n'est pas dans un rapport de force. Mmh mh. Que tant qu'ils sont dans un rapport de force, c'est un rapport de pouvoir, tant qu'ils mettent une hiérarchie entre eux et leurs enfants et ça, je te dirais, hein, c'est d'autant plus valable avec des ados, mais encore plus Carrément. avec eux, mais c'est valable pour tous les âges. Mmh. C'est valable avec nos enfants, petits, c'est voilà. On est d'égal à égal. La seule différence, c'est que nous, en tant qu'adultes, bah oui, on a un cerveau avec toutes nos cases et que bah, ça va nous permettre de mieux encadrer, protéger nos enfants pour qu'ils grandissent dans un monde plutôt sécure, Mmh. le mieux possible. Mmh. Et c'est juste ça, en fait. Mmh. On n'est pas meilleur qu'eux. Voilà, les parents, j'essaie de leur dire, écoutez, essayez d'écouter votre adolescent. Vous ne pourrez pas dire oui à tout, c'est une certitude. Ils vont probablement vous dire des choses qui seront pas réalisables en fait dans Mmh. ce présent-là. Il n'empêche que le simple fait de l'écouter, de voir ensemble, de renégocier les règles, ça peut aussi replacer une confiance. Parce que la confiance, elle est à plusieurs niveaux. Moi, je trouve ça toujours intéressant quand les parents viennent et me disent: «Oui, on n'a plus confiance, da 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 da». OK, d'accord, mais est-ce que votre enfant, il a encore confiance en vous, en fait? Vous vous posez jamais la question. Donc c'est hyper important aussi. Oui et puis moi, je te parle de ça en connaissance de cause parce que quand j'étais ado, mes parents, j'ai eu des périodes un peu compliquées et où mes parents me disaient: «J'ai plus confiance en toi» et moi, je pleurais en leur disant: «Mais comment je peux regagner ta confiance?» Et Mmh, ils étaient incapables de me dire et aussi. je trouve ça très important de remettre du sens là-dedans Ouais. et de remettre de la communication. OK, ben, aujourd'hui, j'ai pas confiance en toi parce que j'ai peur que tu te barres ou j'ai peur que tu fasses des conneries ou j'ai peur que, tu te mettes en danger et que pour moi, c'est trop dur pour moi. Mais le jour où je dis ça à mon ado, il l'entend Ouais. et il comprend des choses et il voit un peu à travers mes yeux et je crois que c'est un peu ça la com aussi. C'est de lui dire: «OK» et d'être capable de lui dire à lui: «Ben, tu sais, pour regagner ma confiance, ben, j'ai besoin que tu mettes en place des actions qui me montrent, qui me où tu me dis où il se passe des choses où c'est plus clair, en fait, entre nous. Je sais pas, enfin, je donne ça comme ça, mais Si et en fait, c'est très intéressant. Je me souviens que sur l'un des premiers podcasts que, je crois que c'était Barbara que tu avais interviewée oui, et elle parlait qu'elle faisait un contrat avec les ados. Et moi, ça ouais, m'est déjà arrivé, en fait, justement, quand je fais des médiations, que les parents et les ados fassent des contrats entre eux, en fait. ouais, Et ce contrat, il est aussi bien valable pour l'ado qui effectivement va, énoncer, en fait, certaines choses dans lesquelles il va, remplir, en fait, sa part du contrat. Mais c'est aussi important que le parent remplisse une part du contrat. Parce qu'en fait, je trouve qu'on a beaucoup d'attentes de nos ados, OK, mais c'est comme si nous, en tant que parents, on était forcément parfaits et qu'on n'avait rien à modifier et à changer dans notre parentalité et comme si l'ado devait tout faire pour pouvoir regagner la confiance. Mais en fait, pour moi, quand on est sur du regagner la confiance, c'est comme si à un moment, on avait jeté la balle au centre, tu sais, et qu'on doit tous faire des pas. Surtout que, on l'a dit tout à l'heure, hein, on est sur des cerveaux, encore en pleine construction, donc pas fini, 24 ans et je trouve ça très, c'est un peu pareil même pour les enfants, mais je trouve ça très dur d'être dans l'exigence de nos enfants et de nos ados de changer, alors qu'ils n'ont pas encore toutes les capacités mentales de faire tout ça, alors que nous, qui sommes pleinement finis, qui sommes plus capables en fait de faire le point sur les choses, de remettre les choses en perspective, en question, d'analyser, on se dit non, 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 ah non, ah non, ah non, c'est pas à moi là de faire la part du boulot, hein. Ah mon petit gars, là faut que tu regardes ma confiance.
Mais peut-être que lui, il a aussi des choses à dire pour que, tu vois, on arrive sur ce milieu. Et Carrément. puis je te dirais, en ce qui concerne la confiance inconditionnelle, là, pour moi, l'ado n'a même pas à aller la rechercher, en fait. Tu sais, c'est comme l'amour. Il a jamais besoin de regagner l'amour de son parent. Et bien pour cette confiance, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, de mon point de vue, en tant que parent, notre devoir aussi, c'est de croire en lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je crois en lui, en ses capacités et au fait qu'il est extraordinaire. Et je reviens là-dessus parce que là, c'est notre propre travail à nous d'adultes, en fait, et de parents. Mmh. C'est pas à lui de nous reprouver. Reprouver au quotidien, c'est voilà pour cette confiance du quotidien. Montrer, en fait, c'est même pas retrouver la confiance, c'est montrer la responsabilité. Ça va Mmh. être un peu ça, tu vois? Et c'est ça Mmh. qui va, nous, en tant que parents, nous dire: «OK, bon là, je peux te laisser ça, je peux te donner cette responsabilité», voilà. Mais en ce qui concerne la confiance inconditionnelle, elle nous appartient qu'à nous, en fait. Et peut-être que, bah, là, c'est à nous de faire ce travail intérieur. Alors, bah, je peux leur proposer justement de venir. Souvent, c'est qu'il y a plein, plein de peurs, en fait, derrière. Mmh. Mais c'est des peurs qui leur appartiennent. Carrément. Et c'est pas à leurs ados de payer, en fait, pour leurs propres peurs. Par contre, eux, ce serait bien qu'ils payent pour venir en séance pour leurs propres peurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé de dire à des parents: «Bah, écoutez, peut-être que ça vaudrait le coup qu'on se voit». Bien sûr. Alors, moi, je leur dis: «Soit moi, soit quelqu'un d'autre. Carrément. C'est à vous de choisir, mais là, c'est important que vous alliez chercher cette confiance à l'intérieur de vous. Votre ado, il est extraordinaire. S'il vous plaît, réouvrez-vous à ça». Après, tu sais, il y a des petits trucs qu'on peut leur donner à faire, comme petites choses du quotidien. Moi, souvent, je leur demande d'observer leur ado régulièrement hem et d'essayer de trouver, voilà, des choses qu'ils ont réussi à faire, et même si c'est des petites choses, d'aller valider, en fait, d'aller revoir leur ado différemment, changer de point de vue et de perspective. Mmh. Tu vois? Voilà, alors ses parents n'avaient pas trop de difficultés, mais ton ado, il fait des bêtises, ben, peut-être que mine de rien, derrière tout ça, il y a vachement de créativité. Peut-être que ça peut lui dire: «OK, il est hyper créatif, c'est chouette. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer pour pouvoir, mettre sa créativité au service d'autre chose que de des conneries?» Pourquoi pas? Hem et de lui dire. Je pense qu'en fait, en tant que parents, on est aussi souvent avare de ça, Mmh. d'aller valider nos enfants, d'aller, mettre des mots sur des choses qui sont chouettes chez eux, en fait, et qu'on adore et qu'on admire éventuellement. Moi, il y a des choses, ils sont encore petits, mais que j'admire chez mes enfants parce que c'est des choses que moi j'ai pas, en fait, et je vais pas les admirer pour la même raison, en fait. En fait, c'est accepter de voir le monde, tel qu'il est, mais avec toutes ses jolies facettes, en fait. Oui, et de leur faire confiance. Tu sais, je suis en train là de me faire la réflexion que dans cette notion de confiance inconditionnelle, j'y mets aussi, de respecter, en fait, la façon dont l'enfant va mener sa vie, et c'est pas parce que ça colle pas avec notre perception de la vie que c'est forcément une erreur, en fait. Mmh. J'ai cette réflexion parce que, mon frère a choisi à la base une vie, qui est complètement, était complètement dingue au début. Enfin, tu vois, mon frère, dans ses jeunes années, d'adulte, là, il commence un peu à rentrer dans un autre moule, mais et encore pas complètement. Il marchait pieds nus, même à Paris, tu vois? Genre, il prenait le métro pieds nus, mais moi, ça me rendait complètement ouf. Mais il avait vécu en Afrique et donc pour lui, c'était une façon de vivre, tu vois? C'était sa façon de vivre. Résultat, il est aussi retourné en Afrique. Je sais qu'il a vécu des expériences parfois, où je pense qu'heureusement qu'on n'a pas tous su, en fait. Et il y a un moment, mes parents auraient pu lui renvoyer l'image que, la façon dont il mène sa vie, c'est du grand n'importe quoi. À un moment, il faut avoir, tu vois, le costard, il avait les cheveux longs, souvent mal coiffés, avec des espèces de dreads qui traînaient, tu vois, de temps en temps, et pourtant il avait un job, hein, tu vois? Et d'ailleurs mon grand-père souvent avait repris mon père en disant: «Non mais là, ton fils, il faut que tu lui expliques que c'est pas comme ça qu'on mène une vie et qu'on gagne son argent». Et mon père lui avait dit: «Mais en fait, il mène sa vie comme il veut, en fait, il me demande rien. Puis même s'il me demandait, je suis là pour lui, mais aujourd'hui, en fait, il se débrouille». Il se Mmh. débrouille en étant pleinement lui-même. Mmh. Ben, c'est ça le plus important, en fait. Puis j'ai confiance au fait qu'il est capable de faire plein de choses. Mmh. Et donc je pense que cette confiance inconditionnelle, elle est aussi là-dedans, dans le fait de laisser son enfant faire ses propres choix, même s'ils ne correspondent pas forcément à nous, à ce qu'on se fait comme idée de la réussite, mais d'avoir confiance en lui dans tous les cas. Mmh. Parce que lui, il sait. Ah, j'adore ce que tu dis.
OK. Est-ce que tu as besoin d'ajouter quelque chose ou par rapport à ce sujet-là ou est-ce qu'on passe au quiz de fin pour toi, Charline? Dis-moi. Ah non, je pense que là, c'est pas mal, hein, C'est j'ai bon, hein? j'ai fait ma déballe. Non, mais c'est un sujet qui me fascine et ça me fait tellement mal que, qu'on voit nos ados souvent un peu comme des bêtes sauvages curieuses, qu'on parle même de crise d'adolescence, ça m'énerve en fait. Pour moi, c'est tellement une période d'individualisation où ils ont tellement besoin de nous, adultes, proches d'eux, qui les entourent, j'allais dire qui les maternent entre deux, tu vois, mais qui vont vraiment leur dire ouais, vas-y, 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 je crois en toi. Puis si tu tombes, c'est pas grave en fait, tu te relèveras et on sera là. C'est Faut là pas qu'on se dire apprend. tomber. C'est là qu'on apprend, c'est quand on tombe qu'on apprend. Mais complètement. Mais moi, tu sais, mes redoublements massifs m'ont appris ça, c'est qu'en fait, j'ai été obligée de me relever de tout ça. Euh, j'ai été obligée d'aller chercher en moi des ressources. Et j'ai eu d'autres épreuves de vie un peu comme ça. J'ai loupé un concours qui fait qu'à 25 ans, je me suis retrouvée la plus. Enfin, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, tu vois. Genre à 25 Ouais. ans, j'ai pas de job, j'ai des études qui me mènent nulle part. Mais en fait, tout ça, ça m'a tellement nourrie pour me dire remonte, rebondis, vas-y, t'es capable. Va chercher au plus profond de toi, t'as tout ce qu'il faut en fait. Et Mmh. j'avais ma mère qui me disait ouais, vas-y en fait. Moi, je suis là. Mmh. Et ça a été la plus grande richesse de ma vie, ça l'est toujours. Carrément. Encore aujourd'hui, tu vois, là, je traverse un truc un peu tumultueux en ce moment et ma mère, elle est là en me disant ça va le faire, vas-y. Génial. Ouais, j'avoue, j'ai bien choisi ma maman quand je suis née. C'est chouette. Merci beaucoup Charline, c'est super riche tout ça, c'est super chouette. On va passer au quiz de fin, tu sais, c'est le quiz où on se pose des questions, un peu pour tout le monde les mêmes, mais pour faire un petit bilan en fait. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans tes accompagnements? Tu sais ce que tu te disais au départ, «Ça je vais faire comme ça» ou «Comme ça, ça je vais fonctionner de cette manière-là». C'est quoi qui a changé par rapport à ça? Bah, que je me dis plus rien. Non, mais c'est vrai, effectivement, hein, quand j'ai commencé, et puis bah, je suis formatrice aussi, donc je croise aussi des collègues dans cette circonstance de début de pratique, et qui voilà, vont préparer les séances, vont préparer leurs anamnèses, se posent plein de questions, plein de choses. Et en fait, un jour, je me suis dit, en fait, lâche-toi la grappe avec tout ça. Stop. Accueille les tels qui viennent, et puis Mmh. tu verras bien. Et de toute façon, t'as plein d'outils. Donc, tu sauras prendre l'outil dont tu as besoin au moment opportun, tu vois. Mais sois dans l'accompagnement. Et ça a changé le jour où je me suis dit, en fait, on s'en fout de la préparation. C'est de l'accompagnement. Ce qui est important, c'est d'être avec l'autre, en fait. On s'en fout des outils. Ouais. Le jour où je me suis dit ça, putain, ça a changé. En fait, c'est ce qu'on apprend beaucoup. J'ai appris à l'Arche en conversationnel, c'est de lâcher prise sur la finalité du truc. Bien sûr. Le jour où tu lâches prise sur ce que tu veux obtenir, bah, en fait, il se passe plein de trucs que Mm. tu n'avais pas imaginé au départ et ça, c'est assez ouf, quoi. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent mes premières séances, alors bien sûr, on discute de la problématique, tout ça, mais une fois moi que je me retrouve seule avec l'enfant, je vais plus être sur du questionnement de ok, ça va, t'as des copains, t'aimes l'école, tu fais quoi, c'est quoi ta matière préférée, oh là là, c'est vrai, ah, moi j'aimais pas trop ça. Et voilà, et on discute un peu de la vie. Moi, je sais pas pourquoi, j'adore parler de, de repas. Je leur dis toujours, mais c'est quoi ton repas préféré, ton truc que t'adores manger? Et donc souvent, on échange autour de ça. Bon, bien sûr, s'ils ont une problématique alimentaire, c'est moins à propos, mais c'est plus rare, même si ça arrive. OK. OK. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui à la toi qui débutait? Tu sais, celle qui avait des journées down dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, mmh, bah, ouais, je pense que je lui aurais dit, «Lâche, allez lâche, ça va bien se passer». Mmh. Sois avec la personne. Ouais, c'est ça. Bah, à l'Arche où je me suis formée, on nous disait souvent: «Tant que tu es en tri sur toi, tu es pas en tri sur l'autre». Complètement, Tant que tu penses à ce qui se passe en toi, tu es pas dans ce qui se passe chez l'autre et c'est plus compliqué, quoi, de l'accompagner correctement, du coup. C'est même carrément impossible. c'est vrai. J'ai été aussi formée à l'Arche, donc je connais cette Tu phrase. connais, hein? Cependant, c'est aussi, très difficile en début de pratique parce qu'en fait, on a tellement envie de faire super bien Ouais. que, on est un petit peu dans notre déroulé de séance pour ne rien oublier, pour être sûr qu'on a été justement le plus englobant possible avec la personne. Et je pense qu'il y a des fois un décalage en vrai entre justement cette peur de bien faire et donc qui contrôle trop, et ce Mmh, moment où tu te dis: «Mais en fait, on verra bien ce qui se passe, il y a là, quoi». mmh. Carrément. OK. Quelles sont les mauvaises recommandations qu'on entend dans nos métiers? Est-ce que tu en as en tête?
Là, j'en ai pas. Après, je pense que j'essaye de pas forcément écouter ce qui se passe ailleurs. Une recommand enfin, tu vois, dans le sens où, je je sais pas si c'est forcément des mauvaises recommandations. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a sûrement probablement et probablement que même moi j'en ai fait, mais je pense que les personnes qui font ces recommandations, quand elles le font quand même avec toute leur bienveillance et toutes leurs bonnes Clairement. intentions. Mmh. Donc, peut-être que c'est parfois maladroit, Mmh. peut-être que ça peut être mal interprété. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a plein de choses où quand on va parler aux parents, les parents peuvent, prendre ça avec plein de culpabilité, alors qu'en vrai, c'est pas ça du tout, en fait. C'est juste de Mmh. quelle est sa part de responsabilité là-dedans et parce que justement on a une part de responsabilité, on peut la transformer et la changer et c'est tout Mmh. l'objectif. Donc je pense qu'en vrai, il y a pas de mauvaises recommandations, il y a peut-être des maladresses. J'ai peine à penser qu'un thérapeute qui accompagne, en particulier qui accompagne les enfants et les adolescents, il soit mal intentionné et donc qu'il fasse des mauvaises recommandations, tu vois? Intentionnellement en tout cas. Non, non, j'entends bien, j'entends bien. Mais ça pourrait être des choses du genre, moi j'ai entendu ça, «Moi je garde le vouvoiement en séance parce que c'est essentiel pour moi de garder de la distance» et cetera et cetera. Moi je sais que par exemple, typiquement, tu vois, je passe au tutoiement tout le temps, enfin tout le temps, très Ah mais facilement. non mais complètement, complètement. Oui, Et très vite, et je dis tout de suite à l'ado ou au jeune: «Non, non, tu me dis tu, quoi, enfin, te pose pas la question» et c'est OK. Quand je dis mauvaise recommandation, c'est pas dans l'idée, ça a été fait dans une mauvaise intention, c'est dans l'idée des choses auxquelles j'ai pas adhéré. Mais comme tu le voilà. dis et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que tu excuse-moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu m'as dit, c'est, bah, je les entends, mais je les écoute pas, en fait. Ben, j elles passent. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, dans le même genre, peut-être un truc que j'ai entendu et que bah, moi, comment dire? Je ne fais pas pour moi-même parce que justement, ça me parle pas. C'est quand j'entends non, moi, je travaille pas avec les fratries ou tout ça. Bah, enfin, je l'entends, je le respecte et en même temps, moi, ça me parle pas parce que je trouve ça tellement riche en fait de pouvoir travailler, des fois avec les frères et sœurs. Et en fait, on va pouvoir travailler justement sur une dynamique familiale. Donc, J'ai eu un cas où c'était pas possible pour moi, où j'avais une maman qui était limite maltraitante avec l'ado et où la maman, du coup, a souhaité se faire accompagner. Je trouvais ça génial, mais j'ai refusé de l'accompagner moi. après, il y a des circonstances, tu vois, on peut toujours faire du cas par cas, mais on C'est va dire ça, que dans la globalité, je suis j'ai d'accord. jamais refusé en fait, voilà. Après oui, hein, je pense qu'en tout cas pour des parents, ça peut m'arriver si je sens que c'est pas forcément OK pour moi parce que, trop d'implications ou oui, mais sinon voilà, donc ça pour moi c'est pareil, ce serait éventuellement une recommandation, bah, qui rentre pas dans ce que moi je m'autorise à faire. Super. La question d'après, je l'ai modifiée, c'est l'idée de, hem, à quel moment tu délègues? Tu vois, à quel moment tu te dis: «Non, là, ça va trop loin». Moi, je sais que, par exemple, typiquement, tout ce qui va être enfin, c'est pas que ça va trop loin, c'est que, tout ce qui va être problématique, de crise suicidaire, par exemple, je les accompagne jamais seuls. C'est-à-dire que je demande toujours qu'il y ait un suivi à côté. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, toi, qui sont importantes pour toi? Oui, bien sûr. Ben, déjà, hasard ou non, la question reste, entière. J'ai beaucoup d'enfants diagnostiqués au potentiel ou justement non diagnostiqués, mais que, tu sens fort le haut potentiel, toi, dis donc. Et donc ceux-là, tu vois, je vais, quand même commencer à aborder un petit peu les choses et si en plus de ça, il y a vraiment une grosse problématique liée potentiellement à ce côté au potentiel, je vais vraiment inviter à aller tester l'enfant et donc j'ai une liste de personnes avec qui je collabore pour tester, que j'ai notamment pour certains testé moi-même, pour moi. Donc je sais un peu comment ça fonctionne, comment ils fonctionnent et voilà, je peux les recommander. Voilà, tout ce qui est effectivement crise suicidaire, oui, je suis assez d'accord. En tout cas, quand je sens qu'il y a quelque chose au niveau du de l'état mental qui m'appartient pas complètement et que là, il y a besoin qu'il y ait un autre soutien à côté, Mmh. quitte à ce que ce soit, voilà, je suis pas pro médicament, mais en même temps, il y a des moments de la vie où je pense que ça peut aider à canaliser quelque chose pour que justement tout ce que nous on va faire soit efficace. Là, Carrément. notamment, j'ai une ado qui vient me voir qui vient d'être mise sous traitement, sous antidépresseurs, et voilà, je lui ai dit l'objectif, c'est que tu, alors pas forcément avec moi parce que bon, il y a plein de choses autour de ça, mais c'est que tu continues à travailler pour que, bien sûr que tu verras peut-être pas les effets tout le temps que tu es en traitement, parce que voilà, le traitement,
il bloque un peu les émotions, donc en fait, elle verra pas forcément, ce qui est de l'ordre du traitement ou de l'ordre du travail qu'elle fait. Mais en fait, le jour où le traitement va commencer à être réduit, si tout le travail qui a été fait jusque-là a été correctement fait, eh ben, tu vas pouvoir voir le résultat. Si par contre, entre ça, tu fais aucun travail, on va réduire les médicaments et en fait, ces émotions en dents de scie et ces moods un petit peu down vont revenir en fait. Mmh. C'est ça, c'est que si on traite pas le fond, les médicaments, ils cachent C'est ça, souvent c'est beaucoup de vraiment choses. quelque chose de permanent et puis de toute façon, je trouve ça assez fantastique. Moi, j'ai quand même la sensation, voilà, dès très jeune, j'ai commencé à être suivie. L'un de mes premiers thérapeutes d'ailleurs, c'était Michel Odoul. C'était trop chouette. Pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a écrit «Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es» Ah canon. et parce que ma mère faisait, travaillait, avec lui voilà, elle était stagiaire avec lui et en fait, tous ces accompagnements m'ont permis de me construire aussi et justement de m'accompagner dans toutes ces périodes d'âne. Ça m'a pas empêché d'en passer, mais ça m'a aidé, je pense, à m'y relever au fur et à mesure de plus en plus vite. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur tout ça. OK. Est-ce qu'il y a 3 choses qui sont essentielles pour toi dans un accompagnement? Tu sais, les choses, d'un ado ou d'un jeune adulte, des choses qui, sans lesquelles tu fais pas? Est-ce qu'il y a des tu vois, un cadre précis? Sans confiance, je fais pas grand-chose. J'adore. Que ce Ouais. soit moi qui ai confiance en eux, mais eux qui aient confiance en moi, en fait. Ouais, Je peux pas faire sans eux, c'est quelque chose, on a besoin de créer ça entre nous. carrément. Je pense que je pourrais pas faire sans amour de mon métier. Et sans aimer les gens. Ouais. Avec amour, tu peux tout faire et je peux te dire, je pense même qu'avec amour, tu as pas besoin de technique, en fait. Tu Mmh. as pas besoin de c'est presque la technique devient du bullshit. Mmh. Je suis Allez, d'accord. on va voilà, je la valide quand même, tu vois? Mais n'empêche que quand tu viens juste avec amour et que tu déposes et que tout le monde dépose là, en fait, ben, ça bouge forcément. J'adore. Ça me va. OK. Alors maintenant, point très important, c'est quoi ton actualité? Où est-ce qu'on te trouve, Charline? Sur quel réseau? Dans quelles conditions? Raconte-nous comment est-ce qu'on peut te trouver? Alors on peut me trouver sur Facebook à Charline Tremblay, Mmh. ça c'est la première chose. On peut me trouver sur Instagram à charline.hypnomome, puisque Hypnomome, donc c'est la marque entre guillemets que j'ai créée, qui est une formation pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent justement gagner en expertise sur l'enfant et l'adolescent. Là, cette formation, je fais comment dire, plusieurs sessions par an. La prochaine session, c'est le lundi 13 mai, ça redémarre le lundi 13 mai. C'est une session qui va se faire sur un mois, à raison en fait de 1 heure et demie par jour, à Mmh. peu près. Tout ça disponible en replay juste après, donc même si on n'est pas disponible pleinement le moment du live, c'est pas grave. C'est une formation qui se fait en live, c'est important pour moi. J'ai essayé de la vendre autrement, en fait, je l'avais enregistrée et je m'étais dit: «Ouais, je vais la faire autrement» et en fait, c'est pas moi, j'arrivais pas à y mettre de l'entrain quand je voulais après la reproposer et la revendre. Je me suis dit: «Ben non, en fait, je veux la faire en live». J'adore, en fait, revenir quand même dessus, la repréparer. Il y a toujours des réajustements parce que je revois des nouvelles choses, des nouveaux ados. Et puis pendant cette formation, au-delà de tout ce que je diffuse en connaissances théoriques, je l'accompagne de toutes les séances que j'ai pu faire, que je fais. Des fois, c'est même des séances que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment, voilà, on est en ce moment, on est sur du présent, quoi, sur du concret. Mmh. Et ça, c'était important aussi pour moi que les collègues, ils voient le concret, en fait, de notre travail. Et puis, bah, je réponds aussi à toutes les questions et donc ça, c'est vrai que c'est aussi chouette. En général, c'est pas des gros groupes et c'est ce que j'aime aussi, parce que ça permet d'avoir vraiment un lien entre nous et puis moi avec eux et de pouvoir répondre à leurs propres questions, leurs propres questionnements et de pas les laisser avec quelque chose où ils ont vu une formation et n'empêche qu'il y a encore du questionnement. Des fois parce que c'est des trop grosses formations et que, on n'ose pas toujours aller poser la question, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Voilà, là, moi, j'essaye d'être le plus authentique aussi et de répondre à tout et des fois, je sais pas et des fois, je suis dans les circonstances où j'ai fait des séances, qui ont pas fonctionné et je le dis aussi parce que c'est c'est aussi une réalité de notre cabinet, en fait. Ouais. Donc voilà mon actualité. J'ai un truc qui traîne dans ma tête. Je ne sais pas à quel moment ça sortira, donc pour l'instant, je n'en parle pas, mais je saurai, y revenir. Vous me trouverez sur les réseaux, je suis pas, ultra,
suis pas une bonne communicante sur les réseaux et une bonne vendeuse. J'aime avoir un pied dans la vie réelle et donc des fois, je me dis: «Ah zut, ah j'ai pas communiqué, ah j'ai pas fait ça, ah mince, ah là je pourrais faire une petite story» et j'oublie. Mais globalement, j'essaye de m'améliorer de ce côté-là parce que je sais que c'est aussi, important et que, les collègues aiment bien. Oui, puis on te retrouve, hein, sur les réseaux quand même, que ce soit Oui, Instagram ou Facebook et puis j'aime bien le contenu que tu proposes. Il y a plein de données, il y a plein de jolies astuces, il y a plein de partages. C'est vraiment un chouette moment donc je fais aussi j'aime de la bien. supervision, ça j'en ai pas parlé. Je Ah cool. supervise les collègues. Donc là, il y a plusieurs formules. Ça peut être une formule un peu one shot et vous avez besoin un jour, d'1 heure comme ça de supervision. Donc, vous pouvez directement aller sur mon site, et vous pouvez prendre votre supervision. Puis après, on se contacte par mail pour définir du moment où on va, se faire ce temps-là. Si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus long, bah, il y a une formule 3 mois, puis il y a une formule 6 mois en fait, qui voilà, comme ça s'adapte aussi à vous. Et puis là, j'essaye de mettre ça en place. Alors pour l'instant, ce sera peut-être pas tous les mois, mais le mois dernier, j'en ai fait un. C'était des extra-ateliers. Et c'est des ateliers un petit peu extraordinaires qui, alors sur la durée, pour l'instant, voilà, le premier format, il a fait 3 heures. Et j'ai fait 3 heures autour des caplas et de la façon dont j'utilise les caplas en séance. C'est difficile pour moi de le traduire pleinement en formation, donc j'en parle, j'explique un peu comment je travaille avec, je vais dire je joue avec, mais oui, parce que je joue avec. Mais, mais voilà, j'ai eu vraiment envie de faire un atelier plus complet là-dessus, qui s'appelle donc l'extra-atelier. Et ça, c'est des petits prix, hein. C'est, voilà, un extra-atelier, c'est 55 €. Là, il dure 3 heures, là, celui-ci. Et il a été fait en live, et donc j'ai gardé le live, et voilà. Génial. Super. Merci beaucoup en tout cas, Charline, pour tout ça. Avec Tu grand sais, plaisir. ma dernière question, c'est une question, j'aime bien cette question-là. Quelqu'un a 3 minutes, même pas, 2 minutes et tu dois lui qu'est-ce que tu as envie qu'il retienne de cette interview? Eh ben, j'ai envie qu'ils retiennent, heu, qu'en tant que professionnel, la base, c'est d'avoir une confiance illimitée en tous les patients qui viennent dans le cabinet, et que ce soit des enfants, des adultes, mais en particulier les ados. Et encore plus, eux, ils ont vraiment besoin que quelqu'un, un adulte, croie en eux. J'adore. Merci. Ayez cette confiance, chers collègues. Merci beaucoup Charline pour cet Avec échange qui grand était plaisir. très riche, très plein de choses. On te retrouve sur les réseaux sociaux très vite. Je te souhaite une très belle journée. Moi aussi. Bonne journée à Bonne tous. journée, Émilie, et encore merci de m'avoir invitée. Ça marche. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Croire en eux, le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.